Bonjour tout le monde. Je veux vous féliciter pour le début du nouveau semestre et nous continuons à étudier avec vous des sujets sur les maladies du système cardiovasculaire. Et aujourd'hui, je veux vous présenter un nouveau sujet, c'est cardiopathie ischémique et hypertension. Première partie de cette conférence, c'est de la maladie cardiopathie ischémique. La cardiopathie ischémique est l'affection cardiaque la plus fréquente et représente une cause de mort fréquente dans les pays industrialisés. Elle est responsable de 30% des décès chez l'homme et 23% chez les femmes. Elle est caractérisée par un arrêt ou une diminution de l'irrigation sanguine du corps. Et la cause principale de la cardiopathie ischémique est l'athérosclérose et l'athérome ou cardiopathie que nous avons étudié avec vous. Il y a une quatre syndromes principaux sont causés par la lésion des artères coronaires et il y a deux types de manifestations de cardiopathie ischémique. C'est manifestation aiguë et manifestation chronique, ou ça s'appelle cardiopathie ischémique chronique. Vous devez savoir bien parce que c'est très important et il y a beaucoup de questions dans les tests du CROG. Manifestation aiguë. Ce sont une gorge instable, infarctus du myocarde et mort cardiaque brutale. Et manifestation chronique. C'est une gorge stable, cardiosclérose focale ou le synonyme c'est post-infarctus et cardiosclérose diffuse. L'erreur défaut ou stable est causée par une diminution du débit sanguin dans les artères coronaires athérosclérose. L'angor est une douleur épisodique rétrostinale provoquée par un travail myocardique accru demandé au cours de l'effort physique. Les études anatomopathologiques ont montré que les patients atteints d'angor souffrant d'une sténose obturant au moins 50% de la lumière d'une artère coronaire principale. C'est sténose d'autre grade. La sténose limite le flux sanguin qui peut être corrigé par la thérapeutique. Les plaques d'athérome, les plaques de l'athérosclérose des artères coronaires sont deux types, c'est les plaques au niveau et les plaques concentriques. C'est la plaque fibreuse qui est entreprenante de la paroi coronaire.
des épisodes de longueur stable répétés de perturbation du flux sanguin pendant des périodes prolongées, conduisant à une fibrose du myocarde avec disparition des cellules myocardiques isolées, des suppléances vasculaires par anastomosie entre les vaisseaux compensant les déficiences de vasosténosine. La cardiopathie ischémique aiguë se développe principalement à partir de complications au niveau de plaques athéromatoses. La formation du thrombus favorisée par une plaque athéromatose est la cause principale de la cardiopathie ischémique aiguë. C'est la cause principale de la cardiopathie ischémique aiguë. Langueur instable est causée par la fissuration de plaques athéromateuses. La fissuration d'une plaque peut causer une langueur soudaine qui s'aggrave en régularité et en fréquence. Il est appelé langueur instable ou langueur crescendo si une plaque se fissure et si une thrombose se développe. Le risque est grand de voir se développer une occlusion totale de vaisseaux. Un certain nombre de patients atteints d'langueur instable vont développer un infarctus myocardique ou mourir d'une arythmie ventriculaire. L'infarctus myocardique aigu, nous avons étudié dans le premier semestre dans le sujet qui s'appelle nécrose. L'infarctus myocardique aigu est régional ou sous-endocardique. L'infarctus régional, c'est 90% des cas, entreprend un segment de la paroi ventriculaire. Il est provoqué, dans la majorité des cas, par un thrombus développé sur une plaque d'athérome. Si l'occlusion de la branche coronaire est totale, l'infarctus touche toute l'épaisseur de la paroi ventriculaire. Si le thrombus est lisé ou si une circulation collatérale s'organise, l'infarctus est sous-endocardique ou infarctus régional sous-endocardique. L'infarctus régional circonpharyngial, c'est 10% des cas, de tous les cas, entreprend la zone sous-endocardique du ventricule et est causé par une diminution du flux sanguin dans des artères coronaires. Et c'est les muscles papillaires, vous pouvez voir ici. Cette diminution est provoquée par un épisode d'hypotension dans des artères coronaires souffrant de sténose athéromatose. La zone la plus périphérique du territoire,
c'est-à-dire la région sous-endocardique, sous-nécrose. La localisation de l'infarctus dépend de façon entreprise. La localisation est l'extension de la zone infarctée dépendant de la branche de l'artère coronaire entreprise. La majorité des infarctus entreprennent le ventricule gauche et le septum intraventriculaire. Ventricule gauche et le septum intraventriculaire. Et l'infarctus du ventricule droit est beaucoup plus rare. Quels sont les aspects de l'infarctus myocardique? Les aspects de l'infarctus myocardique se modifient au cours du temps. Entre 0 et 12 heures, l'infarctus macroscopiquement n'est pas visible. Microscopiquement ou dans les échantillons de électrons microscopiques, là, nous pouvons voir la perte d'enzymes d'oxyde de réduction dans la zone ischémique, peut être mise en évidence par la méthode au bleu de tétrazolium. La zone, macroscopiquement, la zone infarctée apparaît pâle. Entre 12 et 24 heures, la zone infarctée est macroscopiquement pâle. L'histologie montre la coloration très éosinophile du muscle infarcté. Il existe un œdème intercellulaire. Et nous pouvons voir que tous les cardiomyocytes perdent son milieu. Entre 24 et 72 heures, macroscopiquement, la zone infarctée présente une réaction inflammatoire aiguë. Macroscopiquement, la zone atteinte est molle, pâle et de couleur jaunâtre. Comme sur cette macropréparation. Quand nous savons l'infarctus du myocarde a une forme irrégulière, les zones de nécrose a une couleur jaune avec hémorragie dans la périphérie. Et microscopiquement, l'histologie montre un tissu de granulation vasculaire ayant remplacé le tissu mûr. Et avec le temps, le collagène se déposait. Progressivement. Et après quelques semaines ou mois, la zone infarctée est remplacée par un tissu fibreux et c'est sera le résultat favorable de l'infarctus. Mais il y a quelques
différentes complications. Premier, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est la plupart des complications dans les 2 semaines qui suivent l'infarctus myocardique. Si le patient survit à l'infarctus myocardique ou si le traitement lui évite l'arrêt cardiaque ou l'œdème pulmonaire aigu, les complications suivantes vont se rencontrer. Cette complication première, des épisodes d'arythmie cardiaque, particulièrement de la fibrillation ventriculaire. La bradyrythmie se rencontre dans les infarctus inféro-postérieurs. Le node atrioventriculaire est souvent entrepris. Le développement d'une insuffisance ventriculaire gauche. Elle est fréquente dans les infarctus attendus et provoque une dilatation cardiaque par affaiblissement de l'appareil. Une rupture du ventricule gauche. Elle se présente de 2 à 10 jours après l'infarctus au cours de la période d'organisation. Le sang traverse la paroi et se répand dans la cavité péricardiaque. Ça s'appelle hémopéricarde. L'augmentation de pression intrapéricardique modifiée par compression. Le remplissage cardiaque, tamponnade. Ici, c'est macro-préparation de la cœur. Ici, vous pouvez voir le ventricule coupe de la ventricule gauche avec très grande hypertrophie. C'est les zones de l'infarctus, la grande zone de l'infarctus. Et formation de la rupture dans les zones de l'infarctus et hémorragie. Et ces macro-préparations avaient encore de très grandes zones de l'infarctus avec une rupture, hémorragie et formation de tamponnade dans les péricardes. C'est tout, c'est les cendres, les cailloux du sang. Le dysfonctionnement des muscles papillaires du ventricule gauche où l'infarctus entraîne une insuffisance ventriculaire aiguë par insuffisance mitrale. La formation d'une thrombus murale au niveau de l'endocarde surmontant de zones infarctées. Cette thrombus peut se fragmenter et envoyer des embolies dans différents organes, particulièrement dans le rein, les reins, le cerveau, et il provoque des infarctus et la péricardite aiguë. Péricardite aiguë provoquée par l'inflammation dans les infarctées. La complication tardive de l'infarctus myocardique, c'est les bons. Et si le patient survit à l'infarctus et aux complications immédiates, il
peut développer des complications tardives. L'insuffisance irréversible chronique gauche est due à une mauvaise contraction du ventricule gauche. Elle se développe lorsque l'infarctus a été très attendu. L'anévrisme pariétal est provoqué par une dilatation du ventricule gauche due à l'absence d'élasticité de la paroi fibreuse cicatricielle. Récidive d'infarctus est une éventualité possible. Elle dépend de l'état des artères coronaires. Et le syndrome de Dressler ou syndrome post-infarctus du myocarde se développe 2 à 10 mois après l'infarctus dans un petit nombre de cas. Il s'agirait d'une péricardite immunitaire associée à un taux de sédimentation globulaire élevé, syndrome post-lésionnel cardiaque. Et ici, vous pouvez voir 2 types de cardiopathie ischémique chronique. Et comme vous savez, c'est le résultat favorable de l'infarctus. Et c'est un processus caractérisé de la croissance de la tissu fibrose dans les zones de l'infarctus. C'est bon. Et il y a 2 types principaux de cardiopathie ischémique chronique, de cardiosclérose. C'est une cardiosclérose diffuse quand nous avons nombreux petits points de la croissance du tissu fibreux dans les myocardes. Et une cardiosclérose focale ou post-infarctus. C'est très grande fois de la croissance du tissu fibreux. Et c'est tous les cardioscléroses, tous une cardiosclérose caractérisée de l'hypertrophie des cardiomyocytes aux périphéries de la zone de la croissance de la tissu fibreux. C'est la réaction compensatoire. Et c'est le tissu du myocarde, coloration de trichrome. Et cette coloration montre-nous cette croissance du tissu fibreux qu'elle a une couleur bleue et très grande cardiomyocyte. Et deuxième partie de cette conférence, c'est une hypertension. L'hypertension, c'est une augmentation pathologique de la tension artérielle qui augmente significativement les risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale, notamment. L'augmentation de la pression artérielle ou hypertension est une maladie fréquente et qui peut être traitée. Elle est primitive ou secondaire. L'hypertension est arbitrairement définie par une pression diastolique supérieure 90
millimètres plus gros. Il n'y a pas de seuil sous lequel une patiente échappe au risque de développer une maladie hypertensive. Un premier type de l'hypertension, c'est primitif ou essentiel. C'est une augmentation de la pression sanguine sans cause apparente. Elle représente environ 90% des cas et apparaît en général après l'âge de 40 ans. Plusieurs facteurs semblent intervenir dans son développement, parmi lesquels une prédisposition génétique, l'obésité, la consommation d'alcool, l'activité physique et d'autres facteurs non identifiés. C'était l'hypertension essentielle et c'est les causes de l'hypertension secondaire. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de causes de la développement de l'hypertension secondaire et ce type de l'hypertension représente moins de 10% des cas d'hypertension. Par exemple, la cause rénale, la sténose d'une artère rénale, souvent à son origine par l'athérosclérose, produit une hypertension qui peut être traitée chirurgicalement. L'élévation des taux de rénine et d'angiotensin II dans le sang est responsable d'une hypertension qui peut être traitée par l'exercice du rein malade. L'hypertension L'hypertension peut aussi être causée par une maladie rénale diffuse, comme une glomérulonéphrite ou une pyélonéphrite. Elle est transitoire dans la phase initiale aiguë des maladies glomérulaires. Par exemple, un syndrome néphritique aigu. Mais elle devient permanente dans une maladie rénale chronique diffuse. Phéochromocytome, c'est les tumeurs malignes de la glande surrénale, très maligne tumeur. Et ces tumeurs riches en adrénaline et noradrénaline, développées le plus souvent aux dépens de la médule surrénale. Elle provoque une hypertension maligne qui peut être paroxystique au début. Autre cas, par exemple, peut être la coarctation de l'aorte et la coarctation de l'aorte est un rétrécissement congénital de l'isthme qui provoquait une résistance vasculaire périphérique accrue ou les maladies ou les causes surrénales. Les maladies de la cortico-surrénale associées à une production excessive de glucocorticoïdes et de minéralocorticoïdes, s'accompagnant
d'hypertension, c'est syndrome de Cushing et syndrome de Cohen. Et l'hypertension divisée encore en deux types. Et c'est très important pour vous. Pour la différenciation de ces deux types, il y a l'hypertension bénigne, qu'elle montre une élévation stable de la pression sanguine pendant plusieurs années, et l'hypertension maligne ou accélérée, qu'elle montre une élévation sévère qui s'aggrave très rapidement. Dans l'hypertension bénigne, les modifications artérielles se développent progressivement en réponse à l'évolution de la pression sanguine. Les altérations des artères de petit calibre sont illustrées dans cette micro-préparation. Et ici, vous pouvez voir que c'est de l'hypertension caractérisée de l'hyalinose de la paroi vasculaire. C'est le masse hémogène rouge qui a accumulé dans la paroi vasculaire. Et ce type de l'hypertension bénigne, est caractérisée de hyalinose de la glomérulie. L'hypertension maligne. Il existe une destruction de la paroi des petits vaisseaux, une augmentation brutale et marquée de la pression sanguine, s'accompagne d'une destruction de la paroi des petits vaisseaux, compensée par une prolifération cellulaire de réparation. Et ce type de l'hypertension maligne, microscopiquement caractérisée d'ondulation et destruction de la membrane basale de l'endothélium, développement de gonflement fibrinoïde. C'est la lumière des vaisseaux, c'est la paroi des vaisseaux. Et nous pouvons voir ici la nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire. Et sur micropréparation à droite, c'est encore voir, c'est les vaisseaux, c'est la paroi des vaisseaux. Mais ici, nous voyons les altérations, les lésions de l'endothélium et complications de la paroi vasculaire. Complications laissées des organes, l'hypertension, principalement l'hypertension bénigne, peut causer des lésions. Principalement, c'est les lésions dans le cœur, les cerveaux, les reins, dans les yeux et l'aorte. Et premier, ce que je vais vous montrer, c'est la lésion du cœur. L'hypertension provoque l'hypertrophie
l'hypertrophie du myocarde et ventriculaire gauche. Et nous voyons l'hypertrophie de la paroi de ventricule gauche. Nous pouvons voir microscopiquement hypertrophie des cardiomyocytes et de leur noyau et macroscopiquement. Et comme vous devez savoir, il y a quelques types d'hypertrophie de la ventricule gauche. C'est l'hypertrophie excentrique, concentrique et complexe. Par exemple, ici, nous avons l'hypertrophie concentrique. L'hypertrophie concentrique caractérisée de petites cavités de la ventricule gauche est très grande par an. Quand nous avons l'hypertrophie extensive, nous avons la dilatation de la cavité, dilatation de la cavité ventriculaire. Et c'est-à-dire que principale lésion dans le cœur, c'est hypertrophie, c'est la réaction compensatoire principalement. Lésion de l'oreille. L'artériosclérose dans l'oreille, quand nous avons l'hypertension bénigne, provoque l'ischémie progressive du néphron, développement de sclérose, de néphrons, de glomérulés, qui s'accompagnent éventuellement de destruction des glomérulés et atrophie du système tubulaire. Cette affection évolue lentement par destruction successive des néphrons. Lorsqu'un grand nombre de néphrons sont atteints, le patient développe lentement une insuffisance rénale chronique. Quand l'ischémie des néphrons est importante, le rein présente une néphrosclérose hypertensive bénigne. Celle-ci est une cause fréquente et importante d'insuffisance rénale chronique chez les patients d'âge moyen ou avancé. Et les reins, ça s'appelle aussi la cicatrisation de les reins primaires. Et les reins seraient très petits. Cerveau. L'hypertension favorise l'hémorragie intracérébrale massive ou sous-arachnoïdienne par rupture vasculaire de les vaisseaux cervicaux. Les altérations des petits vaisseaux des hémisphères cérébraux produisant de micro-infarctus qui se présentent comme de petites zones de destruction tissulaire remplies de liquide. Légumes hypertensifs. Mais principalement dans
de nombreux cas, nous avons hémorragie intracérébrale. Et macroscopiquement, c'est caractérisé de la formation de la cavité avec une forme irrégulière, avec les parties rouges et accumulation de liquide sang ou de calots de sang de couleur rouge et le développement d'œdème de la cerveau. Et microscopiquement, nous voyons les hémorragies dans le tissu cérébral, et lésions. Dans les yeux, c'est très important. Dans les yeux, nous pouvons voir gonflement de mamelon du nerf optique, hémorragie, décollement de la rétine, épanchement protéique, dépôt de masse protéique, et nécrose rétine, et modification dégénérante sévère des cellules nerveuses de la couche ganglionnaire. Il y a beaucoup de complications de l'hypertension dans les yeux. Et c'est tout pour aujourd'hui pour ces sujets. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat sous-dessous de la vidéo et n'oubliez pas de faire la registration. Écrivez vos noms, prénom, groupe et dizaine dans le chat. Merci de votre attention et au revoir.